That fresh morning. That fresh morning. De retour sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Moi, si on parle de politique ce matin. Nous parlons... Non, c'est pas la politique. Ça. Nous parlons de politique, mais avec une forte connotation liée, enfin, judiciaire, parce que... On parle de justice ce matin. Oui, on parle de justice parce que l'affaire, ce dont nous parlons, a un rapport avec ce qui se passe actuellement. Et on en a parlé lundi, lorsqu'il s'est agi de présenter aujourd'hui les personnes qui sont soit interpellées ou arrêtées, notamment par le parquet. On est beaucoup plus situé désormais parce que tout le monde a pu constater que le lundi au soir, on a eu la sortie du procureur de la République, Olivier Nzaou, qui a évidemment situé l'opinion sur l'action qui est en train d'être menée en ce moment, notamment par le B2 et la DGR. L'ambition étant de pouvoir soit démanteler ou encore mettre hors d'état de nuire un réseau de corruption et de blanchiment à grande échelle, parce que il a énuméré qu'il y a non seulement des responsables d'administration publique et parapublique qui sont concernés, mais également des établissements privés, notamment les banques. Et donc ça sous-entend que derrière, il y a aujourd'hui dans notre pays un système ou encore un réseau de personnes qui est établi pour pouvoir, on va plus ou moins... C'est un soupçon. Oui, je reste dans la logique du procureur, c'est qu'il y a un soupçon du fait qu'il y a des gens qui s'illustreraient dans la corruption et le blanchiment d'argent. Donc, c'est ce qui justifie aujourd'hui la vague d'arrestations ou d'interpellations que nous connaissons. Et nous, ça nous amène quand même à réfléchir sur les 10 dernières années, donc les 10 ans depuis que le président de la République est à la tête du Gabon. On se rend bien compte que depuis 10 ans, on est de plein pied, plus que par le passé, ou encore peut-être que certaines personnes diront que par le passé, il n'y avait pas aujourd'hui l'existence, il n'y avait pas l'existence des réseaux sociaux, ces nouveaux médias qui font qu'à un moment donné, apparemment une information qui peut paraître comme, on va dire, des bruits de couloir ou encore du Congo-ça, comme on dit chez nous, eh bien, cette information-là finit toujours par devenir une réalité. Parfois, on vous annonce des choses sur WhatsApp, Facebook. Bon, vous prenez à la légère, vous dites, bon, c'est sûrement quelqu'un qui veut peut-être nuire à X ou Y, à une telle ou telle personnalité, mais à un moment donné, on se rend bien compte que parfois ces informations-là finissent par être confirmées par des poursuites ou encore par une situation, une prise de décision à un certain niveau ou au niveau supérieur. Donc, dès cet instant, c'est ce que nous constatons que depuis 10 ans, nous sommes englués dans une histoire qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les 10 ans du magistère du président de la République, certes, il y a les réalisations qu'on a déjà eu à présenter par le passé, mais il y a cet épineux problème qui lui aussi est là, la question des détournements de deniers publics, mais également de corruption et même de blanchiment. Alors, détournement de deniers publics, on voit bien l'opération Mamba, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. On a des personnes qui ont été enfermées dans le cadre de cette opération-là, on a encore en mémoire l'arrestation de Magloire Gambia il y a 2 ans, on a l'arrestation d'Etienne Goubou, on a un certain nombre de responsables administratifs aussi bien du ministère des Travaux publics que du ministère de l'Habitat, notamment en ce qui concernait la gestion de la Société nationale du logement social. Donc, à ce moment-là, on a vu comment dans la presse également, on nous a présenté un certain nombre d'acteurs aussi qui étaient très activement engagés sur ce dossier, notamment tout le monde se rappelle de la grande affaire Santulo, donc de Sericom, qui aujourd'hui, c'est vrai que l'État gabonais a remporté son procès au tribunal de commerce international basé à Paris, mais n'empêche que c'est une manche du procès. Une manche du procès, évidemment, parce qu'il y a eu, on a fait quoi? On est parti de plus de 200 milliards que la société réclamait à l'État pour 90 milliards, un peu plus de 90 milliards. Donc, ça sous-entend que c'est une victoire, même si elle est minime, même si on aurait... En parlant de cette victoire, qu'est-ce que tu penses, juste une petite parenthèse, tu vas revenir sur ton thème, qu'est-ce que tu penses du tweet de Maïs Mouiti? Oui, c'est un tweet qui est édifiant parce que là-dedans, on apprend qu'un ancien ministre de la Justice a eu, évidemment, à témoigner contre le Gabon. Et quand on parle d'anciens ministres de la Justice qui se retrouvent aujourd'hui du côté de l'étranger, notamment en France, on parle évidemment de Séraphin Moudounga. Séraphin Moudounga qui a
qui a été quand même une haute personnalité en ce qui concerne la politique dans notre pays. Il vous souviendra qu'il a été questeur de l'Assemblée nationale, donc d'abord élu national, député. Élu national. À Moabi. Ensuite, il a été questeur de l'Assemblée nationale, donc il s'occupait des finances, dont les dossiers sont aussi en cours. On a évidemment le fait qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Par la suite, il a occupé plusieurs fonctions. Ministre de la Justice. Ministre de la Justice, et qui, à un moment donné, est apparu comme un des super ministres à l'époque, au premier mandat, parce qu'il regroupait à lui seul à peu près deux, trois ministères qui ont fait en sorte qu'il ait un aura pratiquement national. Et au moment de 2016, c'est lui qui était le ministre de la Justice. Et on nous disait qu'il était parti parce qu'il avait un certain nombre d'informations compromettantes pour le système. C'est ce qui a fait qu'il il a décidé de quitter le pays et se retrouver à l'étranger. Mais à toute fin utile, on remarque quand même que là aussi, et d'ailleurs c'est dans l'esprit même de la chronique, là aussi on voit bien que ces personnes-là, parce qu'il vous souviendra que M. Mundunga avait été cité dans l'affaire Santulo, au-delà du témoignage qui est fait, il avait été cité dans l'affaire Santulo, notamment lorsqu'il s'est agi de parler, il aurait reçu un certain nombre de matériel, notamment du marbre pour je sais pas quelle maison, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était partie prenante, il était cité. Et aller jusqu'à témoigner contre son pays. Mais ça sous-entend que là aussi, il n'a pas tenu, il n'a pas gardé le secret comme on le dit. Il n'a pas été loyal envers l'État, parce que quand on... Non, Mosley, il y a des choses... Non, tu te perds. Ça là, on appelle ça... L'esprit patriotique. Ça là, on appelle ça genre de la haute trahison envers la République. Pourquoi tu mâches tes mots? C'est que lorsque tu as un pays qui est face à un problème, en tant que citoyen, tu défends ton pays. C'est ça, avoir l'esprit patriotique. Tu ne peux pas aller te positionner contre ton pays pour faire en sorte que ton pays paye 200 milliards de francs CFA quand tu sais que dans le fond, ce n'est pas vrai. Et ce que je dis que dans le fond, c'est pas vrai parce que après, on s'est rendu compte qu'au lieu des 200 milliards, 238 milliards ou je sais pas combien qu'on demandait, c'était 90 milliards à peu près qu'on réclame désormais. Donc tu vois que le témoignage avait pour objectif d'acculer le pays, mais ce n'est pas un individu qu'on accule. Faites attention, hein. Ce n'était pas Santulo contre une Ali personne Bongo, physique. ou bien contre le Voilà, Premier ministre. c'était contre le Gabon. Donc contre toi, L'État contre moi, gabonais, ouais. contre Dafresh, contre toutes les personnes qui vivent ici. Mais tu te positionnes pour défendre ton pays. Il y a des gens, il y a des hymnes nationaux où quand tu chantes, on dit que je défendrai mon pays et tout ça contre vents et marées, même s'il faut que j'y laisse ma vie et machin. C'est à quel niveau que nous on défend le nôtre? Enfin bref, c'est une parenthèse. Non, c'est pas une parenthèse, c'est que tu soulignes. C'est pas une parenthèse. C'est pas une parenthèse. Non, parce que sinon je peux faire déjà un petit clin d'œil civique. Là, tu vois, l'émotion va m'emporter. Donc il faut taire l'émotion. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on analyse ces faits, je l'ai énuméré tout à l'heure, que monsieur Séraphin Mundunga a été cité dans cette histoire de corruption active avec l'affaire Santulo, ou des gonflements de factures, donc de prédation des deniers publics. Donc dès cet instant, moi ça ne m'étonne pas qu'il brille par cette attitude, parce que quand on regarde, il s'est inscrit dans... Voilà, quand on regarde la trajectoire, on se rend bien compte que le personnage ne pouvait pas faire autrement, ne pouvait pas s'inscrire autrement, dans la logique où vous regardez aujourd'hui, et d'ailleurs, quand on parcourt un tout petit peu désormais, les anciens collaborateurs du chef de l'État, la plupart au premier mandat, sont devenus ses ennemis. Donc, à un moment donné, on peut bien lire dans l'esprit de M. Mundunga qui a manqué à ses obligations de patriotisme, mais là-dedans, il en a fait une affaire personnelle, parce que ça n'a rien à voir en réalité. Son témoignage, moi je ne le prends pas sous le coup du fait qu'il voulait que le Gabon soit réellement condamné, mais c'est beaucoup plus dans l'esprit, pensant que son témoignage va condamner un peu plus le système, donc la gouvernance d'Ali Bongo, pour peut-être démontrer aux yeux du monde, étant donné qu'il est désormais inscrit dans la logique de l'opposition, qu'Ali Bongo, c'est le prédateur du Gabon, c'est le gars qui est là pour plus ou moins se servir d'un certain nombre d'entreprises, exploiter les gens. Bon, après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a carrément continué dans la même logique, celle de continuer à trahir celui qui lui a fait confiance. Maintenant, après,
vis-à-vis de l'État gabonais, c'est là où on dit que le pays doit être, nous devons avoir un État fort, nous devons avoir des institutions suffisamment fortes pour pouvoir engager un certain nombre de procédures qui existent chez les autres. Par exemple, on peut lui retirer la nationalité gabonaise, ainsi de suite, parce que c'est un acte de haute trahison. Mais M. Mundunga n'est pas seul dans cet esprit, ils sont nombreux. Mais son acte n'est pas un acte à pouvoir plus ou moins amener la sérénité auprès de la population, parce que les gens aujourd'hui brillent par cette attitude-là de trahison. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement, avec les interpellations des plus proches collaborateurs du chef de l'État, ça sous-entend que quand même quelque part, nous devons nous interroger aussi sur la qualité des personnes que le chef de l'État choisit de travailler avec lui, ou le statut même de ces derniers-là dans notre société. Parce que chacun de nous, avant qu'on arrive à de hautes fonctions, on a quand même un passif. Et c'est ce passif-là qui permet à celui qui nous propose la nomination de nous juger si nous sommes aptes à pouvoir être à ses côtés ou à pouvoir le servir. Mais quand vous avez aujourd'hui des gens qui brillent par des comportements déviants... Quand tu dis apte à pouvoir le servir, le président lui-même a dit ça, que vous ne me servez pas, vous servez le pays. Oui, on ne sert pas. Servez un maître exigeant. On sert. Le peuple gabonais. Oui, les gens servent un maître exigeant qui est le peuple gabonais. Mais le peuple gabonais est incarné par la personne du chef de l'État. Quand je dis la personne du chef de l'État, je parle de l'institution. Pas d'Ali Bongo, bien sûr. Je parle de l'institution. Parce que l'institution, le président de la République, chef de l'État, c'est cette institution-là qui est le garant d'un avenir radieux pour les Gabonais, qui est là pour on va dire quoi, défendre les intérêts des Gabonais. Ce qui sous-entend que quand on sert ce maître-là, qui est le chef de l'État, eh bien c'est la nation gabonaise qu'on sert. Donc c'est le peuple gabonais. C'est dans ce sens que je parle. Et dès cet instant, la qualité des hommes que le chef de l'État prend pour travailler avec lui doivent mettre en pratique cette volonté. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On voit bien que on a beaucoup plus de personnes qui ont un passé houleux, qui ont souvent été décriés par le commun des Gabonais, mais qui ont fini à des hautes responsabilités, et que on constate un certain nombre d'attitudes aujourd'hui qu'ils affichent en public. Ça n'étonne pas le commun des Gabonais. Ça n'étonne pas le maître exigeant qui est le peuple gabonais, parce que le peuple gabonais à un moment donné a quand même dit attention, oui, c'est vrai, ils ont montré un certain nombre d'attitudes à un certain moment de la vie politique de notre pays, mais est-ce qu'ils sont dignes d'occuper telle ou telle fonction? Est-ce qu'ils sont dignes de gérer telle ou telle situation publique dans notre pays? Mais on ne les avait pas écoutés en ce temps-là. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on regarde, l'attitude de M. Mundunga peut être assimilée à l'attitude de plusieurs autres aujourd'hui, notamment les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Donc, je revenais sur cette question des détournements de deniers publics qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au premier mandat, qui a suscité même l'avènement de Mamba, parce qu'à un moment donné, on ne savait plus où on était avec un certain nombre de travaux. Regardez la nationale, la route centrale de notre pays, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas en état de pouvoir permettre à ce qu'on puisse desservir réellement l'intérieur du pays. Or, comme on dit, c'est la colonne vertébrale de l'économie gabonaise. Tous les produits qui sont exploités à l'intérieur du pays viennent de là. Les produits agricoles. Je vois un certain nombre d'activités qui sont menées pour, par exemple, booster le secteur agricole. Mais si la première voie de mouvement des populations et des biens n'est pas en état de pouvoir permettre qu'il y ait une fluidité de la circulation ou des transports des produits, eh bien, c'est clair que notre économie ne pourra pas avoir un visage reluisant. Et dès cet instant, on ne peut que constater ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, on a eu ce problème du premier septennat où la corruption, les détournements, les gonflements de factures ont été légion, et personne n'a pratiquement pas été inquiété, parce qu'on voit les compagnons, ceux qui ont rejoint Magloire Gambia. Les falsifications des factures. Voilà, la falsification des factures. Donc, tout ça. Oui. Donc, oui. Tous ceux qui ont rejoint Magloire Gambia au niveau de la prison centrale, beaucoup sont ressortis soit par le paiement de caution, etc., etc. Est-ce que c'est la seule procédure? Est-ce que on a eu à inscrire dans le rendu de justice qui a statué sur leur nouvelle position dans la société? Est-ce qu'on a mis quand même
en exergue le fait qu'il fallait que ces personnes remboursent de l'argent qu'ils ont volé à l'État. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu la saisie des biens, comme le réclame souvent un certain nombre de Gabonais quand il y a ce genre de situation? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, on voit ces personnes dehors qui continuent à jouir des mêmes biens qu'ils ont spoliés à l'État gabonais et qui narguent toujours les populations dans les quartiers. C'est là aussi un problème. Donc, dès cet instant, on a eu ce premier mandat qui a été englué d'histoires de corruption, de détournement. Nous sommes au septennat de la jeunesse. Le septennat de la jeunesse, il y a à peu près quoi? On est à la 3e année. Mais au bout de 3 ans, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le septennat de la jeunesse, j'ai envie de dire, est en train de ressembler à un septennat des budgétivores. Parce que quand on regarde un tout petit peu les jeunes qui ont été promis et les interpellations ainsi que les arrestations que nous avons, ce ne sont pas des vieillards, ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là ne donnent pas leur arrestation ne laisse pas croire que les jeunes sont capables dans ce pays de pouvoir relever les défis qui sont ceux du 21e siècle. Or, il y a énormément de jeunes dans les quartiers qui sont diplômés, qui ont une certaine valeur, qui sont là, qui ont voulu peut-être mériter la confiance du chef de l'État, pourquoi pas du Premier ministre, puisque c'est le Premier ministre qui propose des personnes à la nomination au chef de l'État. Mais malheureusement, ces personnes-là n'ont jamais bénéficié. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un septennat qu'on a envie de dire chaotique déjà dès les 3 premières années. Veux-tu dire que les jeunes sont pires que les vieux? On a envie de croire. Je ne suis pas le seul à le dire. D'ailleurs, il y a le général Jean-Boniface Assélé qui disait dans une de ses interventions sur sa chaîne de radio que nous, à notre époque, on prenait avec les pelles. Eux, aujourd'hui, prennent avec les pelleteuses. C'est quoi la pelleteuse? La pelleteuse, c'est des caterpillars. Les tractopelles, voilà. Donc, dès cet instant, on voit bien que quand on a des gens qui prenaient à la pelle, c'est quand même beaucoup de mouvement. Et toi, tu viens avec le tractopelle, tu as même ce qui est enraciné, tu l'arraches. Ça sous-entend qu'on est prêt à faire en sorte que le pays se retrouve dans une situation... Même une petite facture d'une petite entreprise. On la falsifie pour avoir, même si c'est pour avoir 900 000, on va prendre. Et pour avoir 900 000, justement. On va prendre. Voilà. On va prendre. Parce qu'on est kleptomane. Et on est dans le septennat de la kleptomanie. On n'est pas kleptomane, Mosley. On n'est pas kleptomane. On est de mauvaise foi. On n'a aucune valeur du tout. On n'est pas conscient de l'importance de la sensibilité et surtout de l'impact que son travail a et peut avoir sur la société. Et donc, on agit en ne pensant qu'à soi-même. On est égoïste. Ouais. Et on n'a pas du tout reçu une bonne éducation. Ouais. Parce que tous les enfants qui ont été super bien éduqués, on nous a tous dit ici qu'on ne vole pas. Oui. Donc, quand tu commences à voler, et tu ne voles pas seulement genre ton collaborateur, ta personne, du genre ton pote et ainsi de suite, tu voles genre tout le pays, tu voles les Gabonais, genre d'Afrèche, toi, moi, tu voles tout le monde. On n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'arrive pas à rénover l'université Omar Bongo, on dirait que c'est du genre les 12 travaux d'Hercule, tellement ça n'en finit pas. Lorsque tu voles et que tu mets tout un pays dans cette situation-là, tu dois être traité comme tel. Comme un bandit de grand chemin. Parce que c'est ceux qu'ils sont, des bandits de grand chemin, tous ces voleurs. Et je crois que c'est ce qu'on devrait attendre de la suite des enquêtes. Faudrait pas qu'on soit comme au premier mandat où on a arrêté des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont sortis, qui sont libres, sous prétexte de maladie X ou Y. Oui, on veut bien. Mais, parce qu'il y a les droits de l'homme derrière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, où vous avez des administrations entières, au-delà même de l'investissement pur en infrastructure et consorts, les administrations aujourd'hui ont du mal même à pouvoir bénéficier de dotations budgétaires en ce qui concerne même pour assumer on va dire la dotation en consommable. Mais il ne s'agit même pas seulement de parler, comme tu parlais des dernières arrestations, il ne s'agit même pas de parler de ça. C'est qu'on parle des premières arrestations depuis le premier mandat. Bien sûr. Toutes ces personnes-là, il faut qu'on cesse avec la République de l'impunité. D'Afrèche, c'est mon frère, bon, il a pris, bon, Gina, tu sais, vas-y, laisse tomber, c'est ton frangin. Non, c'est pas possible. On doit punir tout le monde, que ce soit dans les ministères, dans les entreprises, partout. C'est ce que le Premier ministre a dit dans son intervention. Et c'est ce que le Premier ministre a dit dans son intervention. Et c'est comme ça qu'on arrive au Kevazingo. Tout le monde a oublié l'histoire du Kevazingo. Bien sûr. Et c'est ce que ce Premier ministre a dit, parce que aujourd'hui, je crois que le chef de l'État a réellement demandé au Premier ministre d'agir. Et ce n'est... Lundi, on disait qu'il fallait, c'était vendredi je pense, on disait qu'il fallait que le Premier ministre montre l'exemple en allant faire la déclaration des biens. Bon, aujourd'hui, il y a un autre débat qui naît, il faut qu'il justifie de comment il a eu ses biens. Mais le plus important, c'est qu'il est allé déclarer les biens.
Donc dès maintenant, on sait quels sont les biens de Julien Nkourmekale au Gabon. Ce qu'il a comme investissement, ce qu'il a comme ressources financières dans les comptes, dans les banques et tout ce que vous voulez. Mais il faudrait que ça soit une logique qui devienne une norme pour tous les Gabonais qui occupent les sphères de responsabilité, des parts de responsabilité de l'État et même dans une certaine mesure, même au privé. Parce que vous avez aussi des gens qui sont dans le privé, le parapublic, qui gèrent un certain nombre de structures où l'État a des participations, mais qui brillent par des comportements déviants. Donc, dès cet instant, il faut que ça devienne une norme. Et je crois que Gina a raison et il est nécessaire aujourd'hui qu'on arrive à cesser avec l'impunité. C'est l'impunité qui nous a conduit dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où vous n'arrivez même pas à trouver le médicament à l'hôpital parce qu'un médecin a pris pour aller doter sa pharmacie dans sa clinique. La craie à l'école. La craie, on est obligé de demander aux parents d'élèves aujourd'hui. Bon, encore que la craie, c'est très peu de chefs d'établissement ont des établissements à côté. Mais ce qui est sûr, c'est que la difficulté de pouvoir faire en sorte qu'on ait un pays réellement engagé vers le développement doit désormais se lire à travers les actes que les uns et les autres posent au quotidien. Et on se rend bien compte que la probité n'est pas la chose à mieux partager désormais au Gabon. Chacun veut forcément arriver à un poste de responsabilité juste pour se servir, engranger au maximum, peu importe ce que ça coûte. Je crois que à la lecture des événements actuels, personne ne songeait à ce qu'Ali Bongo puisse prendre la décision à travers le gouvernement d'engager des poursuites judiciaires sur des malversations qu'on constate aujourd'hui. On espère tout simplement que ces malversations vont aboutir à des réelles inculpations et qu'il y aura des rendus de justice comme je l'ai formulé la dernière fois et que finalement à la suite de ces rendus de justice il y aura restitution des biens dérobés ou encore il y aura confiscation des investissements faits par ces derniers pour qu'ils vivent aussi le calvaire d'un certain nombre de Gabonais qui sont dans les quartiers, qui sont à l'intérieur du pays et qui ont du mal à assumer leur quotidien. Donc on a eu ce septennat-là qui est vers la fin. Il faut qu'on lui donne ses lettres de noblesse. Faudrait pas que les jeunes s'inscrivent dans une logique qui voudrait nous faire croire que les jeunes n'ont pas droit de citer, ne pensent pas à l'avenir et que les jeunes sont simplement égoïstes et qui sont prônes à la division, à la déstabilisation du pays. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Ta rubrique est douloureuse, émotionnellement, sentimentalement, psychologiquement. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On se retrouve déjà, Gina, samedi, voilà. On se retrouve samedi au Yoka Sports Bars. Avec le DJ Maxime. Avec le DJ Maxime. Et on se retrouve dimanche au stade d'Angonje pour la session de la course. Voilà. On se retrouve à la maison pour nous qui faisons le sport. Oui, nous on fait le sport à la maison. Merci. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.